L'été se rapproche doucement et c'est forcément la saison parfaite pour aller se baigner, pour aller à la plage, et c'est bien évidemment la saison idéale pour nous sortir un bon gros film de monstre, du genre un film avec un gros, très gros requin. Parce qu'au mois d'août sortira au cinéma The Meg 2 avec Jason Statham, naturellement à la suite du premier The Meg sorti en 2018. En français, le premier film s'appelait En eau trouble et le deuxième volet s'appellera En eau très trouble. Très recherché. En tout cas, je suis pressé d'aller voir Jason décrocher des low kicks dans le museau d'un gros poisson de 200 mètres de long. Je sens qu'on va se marrer. Alors pour patienter un peu, je vous ai préparé ce top 10 spécial film de requins. Croyez-moi, j'ai cherché dans une liste qui était quand même assez longue, parce que des films complètement nazes avec des requins, on en a toute une flopée. Parce que franchement, le film de requin, je sais pas s'il existe un genre plus maudit que celui-là. On va voir pourquoi au fur et à mesure. En numéro 10 de cette liste, je mets Peur bleue de Renny Harlin, le réalisateur de Cliffhanger avec Stallone. Le film met en vedette un lourd casting composé par des acteurs ayant occupé des seconds rôles tout le long de leur carrière. On a le trop rare Thomas Jane, LL Cool J, Saffron Burrows, Stellan Skarsgård, le daron d'Alexander Skarsgård, et pour le plus connu à l'époque, on avait Samuel L. Jackson. Le film est sorti à l'époque en 99 aux États-Unis et en 2000 en France, et c'était un petit peu le gros film de monstre de l'année. Il y a bien sûr une suite directe ou vidéo qui est sortie, mais qui n'a pas vraiment grand chose à voir avec le premier opus. En gros, l'histoire, c'est des scientifiques qui font grossir des requins artificiellement pour faire des manipulations génétiques afin de soigner des maladies comme Alzheimer. En soi, on pourrait dire que c'est presque le scénario d'un nanar, mais la mise en scène est de top qualité, le jeu d'acteur est excellent, la photographie coche toutes les cases d'une bonne grosse production américaine estivale, la musique et le tempo général est bien maîtrisé, on a droit à quelques scènes bien gore, et à l'époque, ça faisait beaucoup de bien de revoir un film de requin de bonne qualité. Parce que depuis Les Dents de la Mer 1 dans les années 70, niveau film avec des squales, jusque-là, on n'avait eu rien de propre. Peur bleue contient un masse de scènes vraiment sympas, enfin, quand je dis sympa, on se comprend, c'est plus dans le sens horrifique de la chose, beaucoup de scènes assez intéressantes, et quand même pas mal de moments assez imprévisibles, et naturellement, quand je dis imprévisible, je pense que si vous l'avez vu, vous pensez naturellement à la fameuse scène avec Samuel L. Jackson. J'en dirai pas plus, mais si vous l'avez vu, vous savez forcément de quoi je veux parler. Malheureusement, le film a quand même ses défauts, et c'est en partie une des raisons pour lesquelles il est en 10e place. Quelques ressorts scénaristiques assez faciles, une fin assez téléphonée, et quelques scènes un petit peu trop, on va dire, exagérées, le genre qui arrive un petit peu à plomber l'ambiance. Mais encore, ça, disons que pour moi, le plus gros problème de ce film, c'est son casting. Même si je considère tous ces acteurs comme excellents, perso j'ai beaucoup d'affection pour Thomas Jane, je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu plus de têtes d'affiche, on va dire un peu connues. Ça aurait été pas mal, par exemple, d'avoir un Brad Pitt en tête d'affiche pour ce genre de film. Même si je suis convaincu qu'à l'époque, un mec comme Brad Pitt n'aurait jamais accepté ce rôle. Brad Pitt a une mauvaise réputation en termes d'acting, alors qu'en réalité, si vous regardez son CV, le mec a quasiment fait que des films avec des pointures, et énormément de ses films sortent vraiment avec le style indépendant. Mais bref, malgré ses défauts, le film a quand même su dégager un bon capital sympathie parmi ceux qui ont été le voir au cinéma au moment de sa sortie, il y a déjà 24 ans, et je tiens à dire que, même si le film est sorti il y a aussi longtemps, je trouve qu'il a pas pris une seule ride. On notera d'ailleurs le gros boulot qui a été fait au niveau des animatronics, qui les rendent vraiment plus vrais que nature, ces beaux requins, et perso, sans être un grand fan, j'éprouve pas mal d'affection pour ce film, qui a su quand même, on peut lui accorder ça, moderniser le genre du film de requin. En numéro 9, attention vous êtes pas prêts, je vais mettre un film français, L'année du requin avec Marina Foïs, Kad Merad et Jean-Paul Zadiste. Alors oui, je sais ce que vous allez dire. Le film s'est fait déglinguer par la critique, par les spectateurs. Qu'est-ce qu'un film avec Kad Merad, Marina Foïs, Zadi vient foutre là-dedans? Oui, d'accord, je sais qu'ils ont pas vraiment grand-chose à faire dans ce top 10 spécial film de requin. Mais il faut quand même soulever que ce film est quand même le premier film français, et je dirais même le premier film européen à mettre un requin dans le centre de son histoire. Et rien que pour ça, il méritait cette 9e place. Et quand bien même ce film s'est fait déglinguer, je dois avouer que je l'ai apprécié. Oui, moi, apprécier un film français incroyable. Et pourtant, je m'attendais pas à grand chose. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit... Oh, encore. Et finalement, j'ai parlé trop vite parce que le film est plutôt sympathique, intelligent sur pas mal de plans, il y a quelques gags qui je trouve marchent très bien, le film est pas mauvais, il est intéressant, rafraîchissant, et il sort, il faut le dire, des productions françaises classiques. Bien sûr, on n'aura pas affaire ici à un chef-d'œuvre, mais ça reste une petite curiosité sympathique, décalée mais sans être trop tordu, ça c'est bien, parce qu'en France on est assez doué pour ce genre de film un peu bidon, comme on voit souvent dans les films de Monsieur Oiseau, là, genre Le Dain, des trucs comme ça, où c'est vraiment décalé, mais pour moi un peu trop. Là pour le coup c'est décalé, mais ça reste un petit peu dans une certaine forme de cohérence. Visuellement, le film est très propre, très léché, il y a une photographie qui est quand même assez particulière, qui est vraiment centrée sur les visages, et ça j'aime bien ce genre de style un peu immersif, où il y a ces plans sur la teuté de Marina Foïs, de Kad Merad, ça apporte un certain style. La plupart des personnages ont des têtes un petit peu cheloues, un peu zarbi, mais c'est justement ce qui apporte au film ce petit cachet. En tout cas, j'admets que je m'attendais vraiment pas à un film comme ça. Alors je bâche le cinéma français, oui, je sais, mais là je dois admettre que L'année du requin a été une très belle petite surprise, et pour le coup, je suis content qu'on n'ait pas cherché à copier les Américains. Ici, pas de passage cliché où des gens se font déchiqueter sur la plage, se mettent à hurler en courant, pas trop de mélo, pas de scène ultra cliché, pas de gros cliffhanger, et c'est vraiment pas rien de sortir un film sur un requin
sans sombrer dans les clichés de films de requins. Faire un film de squale, je vous l'ai dit, c'est pas évident. Si vous avez pas le budget, si vous avez pas le panorama, si vous avez pas les têtes d'affiche, même si on peut noter l'ambition des réalisateurs. Parce que sortir un film de requin avec sur l'affiche Zadie et Merad, fallait quand même oser. Les mecs se sont quand même creusé les méninges pour sortir quelque chose de différent, et j'estime que les mecs ont réussi, avec pas mal de dialogues en phase avec les débats d'actualité du moment. Bref, si vous aimez les curiosités et les films français, je vous recommande L'année du requin. En numéro 8 de cette liste, un film où un requin fait une courte apparition, mais il fallait vraiment qu'on en parle, un film de James Bond, Permis de tuer avec Timothy Dalton. Permis de tuer ou License to Kill est considéré comme un des pires James Bond, mais perso je le considère comme un des James Bond qui était le plus en avance sur son temps, en partie à cause de sa violence et de sa maturité. En effet, Permis de tuer est peut-être le James Bond le plus violent et tout ça, c'est plutôt mal passé auprès de la fanbase de la licence. Pour moi, à la rigueur, le seul gros défaut du film concerne les James Bond Girls, que je trouvais vraiment trop fades et trop jeunes. Mais l'histoire en elle-même est vraiment bien gérée, même s'il faut admettre que le thème justement nous sortait un petit peu du James Bond pour plutôt nous orienter vers un film d'action classique. Là pour le coup avec Robert Davi, on n'a pas eu droit à un méchant caricatural, mais un méchant très méchant qui fait très peur. Et bien sûr cette brutalité générale tant éloignée du film, l'essence même des James Bond, qui était dans les années 80 surtout assez orienté niveau comédie, notamment avec les Roger Moore. Roger Moore avait apporté ce côté cool et humoristique à James Bond, et Timothy Dalton est arrivé et lui, avec ses deux James Bond, il a propulsé la saga dans une autre galaxie quoi. Dans ce film, vous verrez quand même un mec se faire exploser dans une cabine de décompression, un jeune Benicio del Toro qui se fait passer à la déchiqueteuse, un mec fini empalé contre les grilles d'un transpal, bref, il y a pas mal de scènes dans ce genre-là. Et on n'avait pas vraiment l'habitude de voir un truc aussi trash dans une licence pareille. Mais là où ça va loin, je trouve justement, c'est pendant les deux scènes où on voit le requin. Le passage où l'un des meilleurs potes de Bond se fait torturer, les méchants l'accrochent par les bras, le plongent dans la flotte pour qu'il se fasse bouffer les jambes. Et un autre moment génial où James Bond balance le responsable dans la flotte pour qu'il se fasse bouffer à son tour par le requin. Le public était pas prêt à tant de radicalité et c'est en partie une des raisons pour lesquelles le film n'avait pas marché tant bien que ça à sa sortie. Heureusement, 30 ans après, le film a su trouver une certaine postérité, rien que pour cette scène avec le requin, il méritait sa place dans Stop. Je me rappelle bien de cette scène quand je l'avais vue quand j'étais gamin et j'avoue que ça m'avait bien calmé. En numéro 7, Le Monde de Nemo, et oui, fallait bien que je parle d'un film d'animation pour les plus jeunes. Alors j'aurais pu parler bien sûr de Gang de requins, mais je l'ai pas vu, j'ai juste vu Le Monde de Nemo quand j'étais gamin et j'avoue que le passage avec les requins, le passage avec Bruce m'avait bien marqué. En fait, si je voulais voir ce film, c'était justement pour le personnage de Bruce. À l'époque, quand j'étais gamin, je m'intéressais beaucoup aux requins, aux dinosaures, aux monstres, à ces conneries-là, et naturellement, je voulais voir un film avec un gros requin qui sortait un petit peu de ce qu'on avait eu l'habitude de voir, notamment dans Les Dents de la Mer, donc des trucs qui étaient assez vénères, donc pour un gamin c'était parfait. Donc j'estimais largement que pour la présence mémorable et inoubliable de ce petit bonhomme, Le Monde de Nemo méritait sa place dans Stop. En numéro 6, The Reef, un film australien sorti en 2010. Un film mettant en scène un groupe d'amis ayant chaviré en pleine mer en Australie. Alors on voit bien que c'est un film à petit budget avec des acteurs amateurs, mais le sentiment de stress est très bien retranscrit. On flippe pour ces jeunes gens qui se retrouvent paumés en pleine mer avec tout plein de requins autour d'eux. Quand j'ai vu ce film, j'étais sur mon canapé et je me suis dit, on est bien là. Ce qui est bien avec The Reef, c'est que c'est un film à petit budget, mais qui arrive quand même à bien vous mettre dans le stress, bien vous mettre dans le mal. Donc rien que pour ça, lui aussi, il mérite cette place dans Stop. En numéro 5, un film très proche de The Reef, un film qui était sorti un petit peu avant, dont j'ai déjà parlé dans un top 10 sur les films de claustrophobie, Open Water. J'ai à peu près déjà tout dit sur ce film, mais j'estime qu'il est bien plus stressant que The Reef. Ici, c'est pas un groupe de potes, qui sont en galère pour nager parmi les requins, avec la possibilité de rejoindre une île, comme c'est le cas dans le film. Là, les deux jeunes gens sont complètement paumés en plein océan, et c'est vraiment terrible. Ce film m'a fait prendre conscience que, si on est dans une situation pareille, le plus effrayant, c'est justement de ne pas voir les requins. Et les requins, ils peuvent être partout, aussi bien sur les côtés qu'en dessous. Et c'est ce qui rend justement le film hyper badant, hyper terrifiant, parce qu'on se met à la place de ce couple, qui pour rappel a réellement existé et a réellement disparu dans la vraie vie. C'est un film qui met vraiment pas bien et qui fait pas mal réfléchir sur tous les protocoles de sécurité quand on part en plongée. Donc quand vous irez en mer, qu'il y ait des requins ou pas d'ailleurs, faites hyper gaffe, signalez votre position, et surtout, veillez bien à rester avec le groupe et pas vous barrer en solo pendant une excursion avec d'autres personnes. En bref, c'est un film qu'on mate qu'une seule fois tellement il vous met pas bien, preuve qu'il est vraiment réussi, et c'est d'ailleurs un des rares films à avoir complètement niqué l'industrie du tourisme en Australie. Forcément, quand vous voyez Crocodile Dundee, vous avez envie de vous balader dans le bush, vous avez envie de rencontrer des aborigènes, vous avez envie de vous battre avec des kangourous, des bails comme ça. Par contre, quand vous voyez Open Water, vous êtes moyennement chaud pour vous mettre à la plongée. En numéro 4 de cette liste, forcément, The Meg, avec Jason Statham. Alors je dois admettre que ce film, je l'aime pas. Alors que pourtant, c'est un film que j'attendais, je vais naturellement aller voir le 2 au cinéma, mais j'étais pas mal déçu au moment de sa sortie, alors qu'on avait pourtant un potentiel juste énorme, avec l'histoire d'une cavité sous-marine qui abrite toutes les créatures qui n'ont pas disparu pendant l'époque de la préhistoire, le gros mégalodon qui sort et qui commence à foutre le dawa. C'était génial, c'était un super concept, d'autant plus que c'est vraiment le premier film à avoir mis un mégalodon au centre de son histoire dans un film de cinéma. Parce que des téléfilms de merde avec des mégalodons, on en a eu quelques-uns, et
ils sont difficilement oubliables, malheureusement. Et le truc avec The Meg, c'est qu'on a une super esthétique, on a de super effets spéciaux, on a quand même des scènes d'attaque de requins qui sont très efficaces, un super panorama, de très bons acteurs, etc. etc. Même si j'avoue que ce sidekick, perso, il m'insupportait. En soi, le film a énormément de qualité, mais je sais pas, j'accroche pas à The Meg, je trouve qu'il manque ce truc, je trouve qu'il manque un petit peu ce côté un peu mature propre au film de requin, même si bien sûr vous aurez droit là aussi à des scènes métrages, des scènes d'attaque de requins bien spectaculaires, bah je trouve qu'il manque quand même ce truc. J'ai jamais trop su identifier ce qui me dérangeait dans ce film, même si je me rappelle vraiment qu'il y a des plans vraiment cool et limite cauchemardesques, notamment le mégalodon se rapproche de la gamine, là comme ça, comme une espèce de spectre. Cette scène elle est vraiment effrayante, elle a un gros potentiel horrifique. Mais pourtant je trouve qu'il manque ce truc, mais ça justement je vais en parler dans le prochain film de requin qui va venir, celui que j'ai mis en numéro 3, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Bah oui, fallait bien qu'on en parle. C'est vraiment le premier film de requin à avoir mis de façon quasi parfaite le requin au premier plan d'une histoire. Je ne parlerai même pas des suites des Dents de la Mer, surtout du 3 et du 4 qui sont juste nuls à chier. Mais le premier film il a beau être sorti il y a quasi 50 ans, bah c'est une vraie merveille. Et la force des Dents de la Mer, c'est que le requin, on le voyait pas beaucoup. Il y avait ce côté justement subjectif, où le requin était très discret, on le voyait quasiment pas, à part justement à la fin, avec des scènes, même encore aujourd'hui, que je trouve très efficaces. C'était pour moi le film de requin qu'il fallait faire et qu'il ne fallait surtout pas foirer, parce que si les Dents de la Mer avaient été ratées, je suis pas sûr qu'on aurait eu justement d'autres films de requins par la suite. Je pense qu'aucun réalisateur n'aurait osé se mettre à pondre des films comme ça pour des formats cinéma. Il y aurait forcément eu des tas de nanars comme on a eu d'ailleurs, mais je pense pas que beaucoup de réalisateurs se seraient justement motivés à sortir des films de requins format cinéma s'il n'y avait pas eu Les Dents de la Mer. Enfin, c'est ma théorie, ça n'engage que moi. Le film, bien sûr, a été unanimement salué par la critique, par les spectateurs. Encore aujourd'hui, c'est une œuvre de référence. Naturellement, c'est un film à voir, ça fait partie des grands classiques de l'horreur à découvrir. Et j'ai malheureusement l'impression que Jaws, Les Dents de la Mer, c'est un petit peu le seul film de requin de vraiment correct qu'on pouvait produire dans l'histoire. Et c'est pour ça que je préfère largement ce film à Peur Bleue ou à The Meg par exemple, parce que, ok, c'est peut-être parce que j'ai vu Les Dents de la Mer en premier, mais il y a ce côté tellement réaliste, tellement maîtrisé, tellement brillant, tellement loin des clichés dans ces Dents de la Mer justement, et bah je trouve que Peur Bleue et The Meg passent un petit peu pour des films assez fades en comparaison. Le gros problème et la grosse qualité des Dents de la Mer, c'est que le film est tellement bon et tellement qualitatif, il est tellement de haut niveau que c'est très dur d'égaler le maître en fait. C'est pour ça que je me mets quand même à la place des réalisateurs et des scénaristes de The Meg ou de Peur Bleue. Comment vous voulez réaliser un bon film de requin après Les Dents de la Mer? Comment vous voulez ne pas sombrer dans les clichés, dans les ressorts scénaristiques, dans les idées des Dents de la Mer? C'est hyper dur, faut renouveler le genre, et c'est quand même assez compliqué de renouveler un genre qui tourne autour d'un poisson. Voilà. Parce qu'un film de requin, c'est ça, c'est pas un film de dinosaure, c'est pas un Godzilla, c'est pas un King Kong. C'est juste un poisson qui cherche à bouffer. D'autant plus que maintenant aujourd'hui, grâce à YouTube, on sait que le grand requin blanc, c'est pas la grosse machine à tuer qu'on nous a vendue dans ces films-là. Par certains aspects, il serait même assez friendly. Contrairement au requin bulldog ou au requin tigre, où eux par contre, ils font pas vraiment dans le détail. Les films de requins, c'est un petit peu comme les films de crocodile. C'est vraiment très dur de réaliser des bons films là-dessus parce que, même si la créature est très intéressante, moi je pourrais passer des heures à regarder des requins, à regarder des crocodiles, je sais pas ce que je donnerais pour pouvoir les toucher. Là, pourtant, c'est des animaux, en termes de films, il n'y a pas grand chose à montrer, on en a vite fait le tour. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pas évident de sortir des films de requins, mais quand même, si j'ai mis Les Dents de la Mer en 3ème place, c'est justement pour parler de deux autres films que j'ai mis forcément en numéro 2 et numéro 1. Et ces deux films-là, justement, alors je dirais pas qu'ils ont révolutionné le genre du film de requin, mais ils ont quand même su apporter leur valeur ajoutée, et j'estime largement que ces films méritent leur place en numéro 2 et number 1. En numéro 2 de cette liste, 47 Meters Down. Est-ce que vous avez fait comme je vous ai dit? Est-ce que vous avez regardé le film Fall? Eh bah Fall, c'est 47 Meters Down, mais version sous la flotte avec des requins, même si ce film-là est sorti avant Fall. Donc quelque part, c'est ce film qui a dû sûrement inspirer Fall. Parce que oui, ces deux films-là ont deux gros points de similitude. C'est typiquement le genre de film à mettre des meufs en galère, voilà, dans un environnement hyper hostile, pour justement, rapporter du public. Et 47 Meters Down, sans être un grand chef-d'œuvre, c'est un film qui est bourré de qualité et bourré de bonnes idées. Et à quoi je reconnais les qualités de ce film? Alors déjà, esthétiquement, il y a pas mal de bonnes idées, on sent qu'il y a une grande créativité derrière ceux qui étaient derrière la caméra, ils se contentent pas juste de faire un film sorti direct ou vidéo, je sais plus si ce film est sorti d'ailleurs direct ou vidéo, ou s'il est sorti au ciné, en tout cas il avait pas fait beaucoup de bruit, même si le film a été quand même bien noté par la critique en général, en tout cas qu'importe son budget, qu'importe sa distribution, etc. Je vous recommande de voir ce film parce que, en ce qui me concerne, il y a des tas de scènes où j'ai bien frissonné, notamment la scène où la cage tombe dans le fond. C'est vraiment une scène qui est terrifiante. Il y a des tas d'autres passages qui vous mettent un gros coup de pression, mais pour moi, ma préférée, c'est celle où les deux meufs sont en train de remonter, sont au milieu des ténèbres, elles voient rien autour d'elles. C'est ça justement aussi le gros point fort de 47 Meters Down, c'est que les meufs ne voient rien. Les requins, je sais pas, je suis pas expert, ils ont l'air de vous voir dans la flotte, dans le noir, etc. Nous, forcément, on voit que dalle, et c'est ça justement qui rend le concept mais horrible, parce que vous voyez la nénette nager au milieu de nulle part, et on sait pas ce qu'il y a autour d'elle, on sait pas ce qu'il y a en dessous, on sait pas ce qu'il y a au-dessus, on sait pas ce qu'il y a à côté. C'est hyper glauque et la peur est extrêmement bien retranscrite.
Street. Et mention spéciale pour la scène où les deux meufs sont côte à côte et se mettent à sortir le flash, la lumière sous l'eau, avec tous les requins qui sont autour, mais cette scène elle m'a glacé le sang. On a droit à un twist final très intéressant, j'en dirai pas plus naturellement, vous le découvrirez par vous-même. En tout cas ce film est bourré de bonnes idées, et également ce film prouve que malgré un budget qui est quand même assez peu conséquent, il est possible de faire un grand film de requin, tout en sortant des clichés et de l'ombre des Dents de la Mer, ce qui est encore plus fort. En bref, matez-le et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et enfin en number one de stop, lequel je mets, Instinct de survie, avec la magnifique et adorable Blake Lively, un film réalisé par l'espagnol Jaume Collet Serra, le réalisateur de l'excellent La Maison de Cire, film d'horreur que je vous conseille d'urgence. Pour moi ce film était une excellente surprise, un vrai petit chef-d'œuvre au niveau scénaristique et esthétique, même si là pour le coup on a un peu l'impression que ce grand blanc est sorti du film Peur Bleue, on est vraiment dans le cliché de la machine à tuer hyper déterre, hyper vénère. Je sais pas si dans la nature un grand blanc perdrait autant de temps pour une proie aussi insignifiante par rapport à son gabarit. En tout cas pour moi ce film c'est une vraie réussite et c'est même quelque part une sorte de petite œuvre d'art parce que esthétiquement c'est une merveille. Et la simplicité du scénario le rend abordable, tout sauf indigeste, il n'y a pas une multiplication de personnages, le film est quasi auto-centré sur le personnage de Blake Lively qui est vraiment en galère parce que voilà elle a nagé au mauvais endroit au mauvais moment. Et un des gros points forts du film c'est de rendre le requin effrayant sur deux plans. D'un côté il y a le suggéré où on le voit pas beaucoup, où on sait qu'il est dans le coin, il est sous la flotte, il peut surgir d'un moment à un autre, et de l'autre côté on a des tas de plans où on le voit directement, où on voit sa gueule, sa mâchoire, ses dents, ses yeux, tout ça. Le film arrive à mixer habilement sur ces deux tableaux et c'est justement ce qui rend le requin d'autant plus effrayant. D'un côté on a le duel psychologique entre Lively et le requin où il est sous la flotte, on sait pas trop où il est, donc elle essaye de calculer justement comment elle peut s'en sortir, comment elle peut le baiser, comment elle peut se barrer, etc. Et on peut dire que dans ce film, Blake Lively elle prend très cher. Elle se fait mordre par le requin, elle se fait malmener, elle se fait embarquer sous la flotte, elle marche sur du corail, elle se fait même becter par une mouette. Rien que pour la scène avec Steven Seagal, Steven, la petite mouette à qui il remet l'aile en place, scène absolument adorable, magnifique. C'est vraiment un film qui a une âme, qui a une personnalité, qui a une grande beauté malgré la dureté, malgré la violence du film, parce que le film est quand même assez violent. Il n'y a pas beaucoup de morts, mais le peu de morts que vous verrez, vous allez vous en rappeler. C'est un film qui montre à quel point la nature est impitoyable, ça soulève des questions sans tomber bien sûr dans des abstractions philosophiques compliquées. C'est un dur mais magnifique spectacle, avec une très belle musique, une très belle photographie, un très bon jeu d'acteur, parce que Lively se donne à 2000% dans son rôle. Pour moi c'est le meilleur film de requin de notre ère moderne, et c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1. Donnez-moi votre avis dans les commentaires mes loulous, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, plein de gros bisous.